Le grand enjeu aujourd'hui, c'est la raréfaction des ressources sur la planète. D'ici 2050, on sera à 10 milliards de personnes à nourrir et pourtant on fait face dès aujourd'hui à des pénuries auxquelles on ne sait pas répondre avec nos modes de production et de consommation actuels. On fait face à une crise mondiale, alimentaire, sanitaire, économique, sociale, climatique, mais aussi migratoire, sécuritaire, notamment dans des zones en Afrique comme au Sahel, où aujourd'hui on ne trouve pas de réponse à toutes ces questions, à tous ces défis. Ces réponses, elles existent, mais elles existent dans ce qu'on appelle le monde de demain, dans ces nouvelles niches, ces nouvelles technologies, ces innovations qui existent à petite échelle, locales, qui sont encore un petit peu cachées et qu'il faut mettre à l'échelle. Et ça, c'est un des grands enjeux aujourd'hui pour répondre à cette question de la raréfaction des ressources sur la planète et donc répondre aux grands enjeux de demain. La question de la désertification, par exemple, qui est totalement liée aux questions climatiques. Aujourd'hui, un tiers de la population mondiale fait face à la désertification. Qu'est-ce que la désertification ? C'est en fait un phénomène de dégradation des sols qui mène à l'érosion. Donc on a sur le sol, on a une couche de sable, couche de sol arable, donc de sol vivant. C'est cette couche de sol qui permet de produire notamment de la nourriture, de faire pousser des arbres. Mais cette couche de sol, elle est très fragile. Elle est victime de l'érosion. Donc l'érosion, c'est avec le vent, avec la raréfaction du couvert végétal. C'est ce sol vivant qui disparaît, qui est emporté par le vent et donc qui fait qu'en fait on se retrouve avec un sol mort. Et ce sol mort n'est pas, concrètement c'est les sols des déserts, c'est le sable. Et ce sol n'est pas cultivable, n'est pas utilisable. La désertification, c'est ça, c'est ce phénomène qui amène petit à petit à la destruction de ces sols. Mais également, c'est un phénomène qui provoque le stress hydrique, la diminution des ressources en eau potable. Le phénomène de désertification est directement lié au phénomène de stress hydrique, du fait que donc, à cause de l'érosion des sols, on a une perte du couvert végétal, donc la disparition des arbres et des plantes, et donc la disparition du cycle de l'eau, qui donc, comme vous le savez, est directement produit par les plantes. Et qui dit manque d'eau, dit évidemment problème sécuritaire, un enjeu essentiel, puisque sans eau, pas de vie. Et donc cette problématique de la désertification, qui touche donc un tiers de la population mondiale, elle est directement liée aux enjeux de sécurité et donc de migration, puisqu'on prévoit rien qu'au Sahel, d'ici 2030, la migration de plus de 200 millions de personnes à cause de ce phénomène de désertification. La désertification, elle touche en particulier une zone dans le monde, c'est la zone Circum-Sahara. Donc toute cette zone autour du désert du Sahara, qui est le désert le plus chaud au monde. Il concerne 11 pays au sud du Sahara, donc du Sénégal jusqu'à Djibouti, et 6 pays au nord du Sahara, de la Mauritanie, du Maroc jusqu'à l'Égypte. Donc aujourd'hui, les freins, je crois qu'ils sont d'abord individuels. On est tous capables, à notre échelle, de changer nos modes de consommation d'abord. Du fait de nos changements de mode de consommation, on arrivera à influencer le changement des modes de production vers des pratiques plus durables. Il y a un proverbe qui dit le changement du monde passera d'abord par le chaos et les crises, avant de passer par le progrès et la construction. Je crois que là, avec cette crise de Covid, on est dans un moment fort, dans un moment clé, où on a la chance de pouvoir justement changer notre regard, changer nos actions, changer nos modes de consommation et de vie. On est obligé de changer nos modes de vie pour notre santé, mais aussi la santé des autres, et du coup de repenser comment vivre mieux avec moins. Et je crois que ça, c'est vraiment finalement quelque chose qui lève le frein principal, qui est notre propre conscience écologique et sociale et citoyenne surtout, puisqu'on se rend compte tous à l'échelle planétaire que bien notre action, par exemple le fait de rester chez soi, elle a un impact sur l'ensemble de l'humanité.
Moi, à mon échelle, j'ai créé en 2012 une entreprise sociale qui s'appelle Acacias for All, Acacia pour tous, en Tunisie. Notre mission, c'est de lutter contre la désertification, la pauvreté et les inégalités de genre en mettant en place des filières agroécologiques, portées notamment par des productrices, au minimum à 50%. C'est un choix parce qu'en fait, je me suis rendu compte que 80% des travailleurs dans les exploitations agricoles sont des femmes. Et elles sont payées 2 fois moins que les hommes. Et donc, l'ambition, c'était d'abord de les repositionner à part égale avec les hommes dans une démarche entrepreneuriale, dans l'entrepreneuriat agricole, et de les placer au sein d'une filière, d'une chaîne de valeur qui va leur permettre d'avoir accès à des marchés structurants et structurés et du coup à des revenus durables. Mais aussi de les positionner comme des actrices du changement. Parce que ces femmes, elles s'engagent dans l'agroécologie et du coup, par cet engagement, elles ont un engagement aussi écologique fort qui est la protection et le renforcement de la biodiversité donc dans leurs écosystèmes. Acacias for All, ça a démarré comme un mouvement citoyen au départ. C'était une association qui s'est rapidement transformée en entreprise sociale au statut de SARL parce qu'on s'est rendu compte que le volet économique était très important pour pouvoir attirer les agriculteurs vers ces pratiques durables, mais aussi pour pouvoir convaincre les consommateurs de la validité et de la solidité de notre modèle. Aujourd'hui, on travaille avec 250 agricultrices dans 3 régions de la Tunisie. On a comme clients un peu plus de 20 000 clients dans toute la Tunisie et du coup, ça permet à ces femmes de gagner un minimum de 2 fois le SMIC à l'année dès la première année de travail avec nous. Et au niveau donc de la restauration de l'écosystème, aujourd'hui, on a planté un peu plus de 700 000 arbres en Tunisie, dont un peu plus de 400 000 dans des corridors verts, donc des espaces forestiers, et le reste dans des parcelles agroécologiques, donc en mix. Ce sont des mix de cultures, ce qu'on appelle des forêts-jardins. Le forêt-jardin, c'est le modèle de l'oasis. L'oasis, vous le connaissez tous, c'est les palmiers, et en dessous du palmier, on va voir des arbres fruitiers et en dessous on va avoir des légumes. On reprend le même modèle et donc ça fonctionne très bien, ça permet à ces productrices de gagner mieux et de gagner plus, mais aussi du coup de restaurer leur écosystème en intégrant des espèces qui sont déjà disponibles dans leur région et de les valoriser donc dans le cadre de la filière agroécologique. L'agroécologie, c'est une pratique scientifique d'abord, qui a pour objectif d'améliorer les rendements agricoles à l'hectare, tout en préservant, voire restaurant les écosystèmes. En agroécologie, en fait, on mesure la qualité du sol. On a un impact direct sur la fertilité des sols, puisque en intégrant l'élevage avec l'agriculture, on arrive en fait à diversifier les productions, à diversifier les rendements et du coup à offrir aux producteurs de meilleurs revenus, mais aussi une meilleure stabilité, puisqu'ils sont plus dépendants, comme en monoculture, déjà d'un seul client, d'un seul marché, mais aussi ils sont plus dépendants des engrais et des intrants chimiques, puisqu'ils arrivent à produire, donc en intégrant l'élevage, leurs propres intrants, notamment le fumier, qui est un intrant naturel, qui va permettre donc de fertiliser le sol et donc de lui redonner vie. Et ça, c'est donc une question très importante quand on parle de désertification, puisque là, la clé de la désertification, c'est justement d'empêcher la mort des sols. Aussi, les pratiques agroécologiques, donc du fait qu'elles restaurent les sols, elles permettent aussi au sol de mieux capter l'eau et de mieux répartir l'eau, et donc d'économiser dans les ressources en eau, dans tout ce qui est irrigation. Et donc, comme on utilise moins d'eau, on utilise aussi moins de fertilisants et moins d'engrais. Et enfin, l'agroécologie, elle est très intéressante parce que du fait qu'elle va restaurer les sols, elle va aussi permettre de capturer du carbone. Donc là, on a des grands enjeux, notamment quand on parle des zones sahéliennes, en Afrique du Nord ou en Afrique de l'Ouest, enfin Afrique subsaharienne, puisque en capturant du carbone dans ces régions, on participe évidemment à l'atténuation climatique. Et là, l'enjeu est très important. Je pense que l'agroécologie ne pourra se développer qu'en intégrant des acteurs économiques assez forts pour porter cette vision, cette idée qu'on peut à la fois produire une nourriture saine et en même temps produire assez de nourriture pour 10 milliards d'êtres humains d'ici 2050 sur la planète,
tout en préservant et en restaurant les écosystèmes. Et pour ça, il faut avoir des acteurs économiques qui s'engagent fortement, parce qu'évidemment, tout ceci a un coût. Il faut compter pour une parcelle en agroécologie un peu plus de 500 € à l'hectare, ce qui représente finalement pas tant, mais quand même, si on va travailler juste sur la zone qui me concerne, à savoir la zone Circum-Sahara, ça représente déjà plusieurs millions d'hectares. Et cela demande également aussi la mise en place de techniques de management qui sont les techniques utilisées par les réseaux, les filières agricoles standards conventionnelles et les filières agroalimentaires standards et conventionnelles, pour que l'agroécologie puisse répondre aux attentes des consommateurs et des clients et du coup puisse répondre aux défis de demain. Il commence à y avoir des acteurs économiques qui s'engagent sur les questions d'agroécologie du fait que les consommateurs le demandent. Et on le voit notamment dans la publicité en France aujourd'hui. Tout le monde parle d'écologie, de respect de l'environnement, de recyclage des déchets. Toutes les entreprises souhaitent s'engager vers cette voie. Il n'y a pas forcément encore la connaissance du domaine et du coup il y a un besoin aussi de rapprocher la recherche et le développement de ces acteurs économiques pour qu'ils puissent dialoguer et travailler ensemble. La personne qui m'a le plus inspirée, c'est Wangari Maathai, première prix Nobel africaine. C'est une Kenyane, biologiste, professeure à l'école vétérinaire. Elle a lancé le mouvement de la ceinture verte au Kenya, qui a planté plus de 50 millions d'arbres, mais surtout elle a fait converger la lutte écologiste et la lutte des femmes, des droits des femmes. Et c'était la première, c'est une femme africaine, et elle a porté ce message à l'échelle internationale, notamment en ayant le prix Nobel, et elle s'est battue pour que les femmes soient reconnues en tant que gardiennes de la terre et gardiennes des ressources qui les entourent, puisqu'on sait bien que les femmes sont souvent encore à travers la planète celles qui cuisinent, celles qui s'occupent de la maison, celles qui s'occupent du foyer et du coup celles qui aussi ont la responsabilité de l'écosystème. Et donc elles sont les mieux placées pour être formées, accompagnées et soutenues dans des démarches durables.